La première saison de House of the Dragon comptait 10 épisodes. Ce final de saison 2 donne l'impression que Ryan Condal et les scénaristes ont oublié que ce 8e était cette fois leur dernier. Les armoiries sont indispensables pour s'y retrouver dans une bataille de Westeros. Ces motifs peints sur les boucliers ou encore les drapeaux et fanions témoignent parfois d'un certain goût esthétique et toujours de l'histoire ou des valeurs de la maison noble qui les brandit. Et si je devais choisir d'appartenir à l'une des nombreuses factions du monde du trône de fer, ce serait sans doute celle des enfants de la forêt. Certes, ce n'est pas une maison noble, mais je ne me prénomme pas Sylvain pour rien. Vive les arbres, vive la nature et va pour les anciens dieux. Soyons fous. Si l'art de l'héraldique se fait rare de nos jours, on peut toutefois ne pas renoncer à cet exquis mélange de style et de symbolisme. Et oui, je parle bel et bien de cette incroyable montre de la marque Holzkern qui me fait le plaisir d'être sponsor de cette vidéo. J'ai choisi pour moi ce modèle Witty, mélange de bois de noyer, d'acier inoxydable et de marbre vert, le tout mu par l'énergie solaire. On ne va pas se mentir, hein, c'est la classe. Cette alliance harmonieuse de matériaux naturels, c'est l'une des marques de fabrique d'Holzkern qui propose de ce fait des produits chaque fois uniques et fabriqués en petite quantité. Cet usage de matériaux nobles inscrit dans un esprit de respect des ressources en garantissant la traçabilité et la lutte contre la déforestation, c'est ce qu'on retrouve aussi bien chez les enfants de la forêt que dans les montres et bijoux d'Holzkern destinés aux femmes comme aux hommes. J'ai accepté avec plaisir cette collaboration car leurs créations sont inspirées et magnifiques. Pouvoir exprimer quelque chose avec ce qu'on porte tout en étant fier de la beauté de l'objet, c'est un plaisir sincère qu'on peut faire aux autres comme à soi-même. Choisissez vos couleurs, vos matériaux, votre montre, votre bijou et pour ça profitez d'une réduction de 10% avec le code POPCORN quand vous passerez par le lien disponible en description de la vidéo comme en commentaire épinglé. N'oubliez pas, code POPCORN tout attaché. Malgré de jolis dialogues pour certains personnages et un aboutissement qui arrive enfin pour Daemon, les faiblesses de cet épisode en tant que finale risquent de ternir une saison ayant pourtant eu son lot de moments mémorables, qu'ils soient intimes ou épiques. On remarque que le générique d'introduction a ajouté à la tapisserie les différents dragons que Rhaenyra a réussi à faire entrer dans la danse. Quant à l'attaque de Vhagar sur Sunfire ou Feuille du Soleil, puisqu'on m'a demandé dans les commentaires de donner les noms des dragons en VO et en VF, on peut se demander au final, surtout avec cet épisode, si la tapisserie ne serait pas en effet une sorte d'expression claire de l'omniscience dont la reine Helaena semble capable. J'ai envie de commencer avec ce qui fonctionne bien dans cet épisode, et notamment par une prestation qui restera l'un des feux de joie de cette saison en la personne d'Aegon II du nom. Tom Glencairn ainsi que les scénaristes ont réussi à rendre le personnage aussi humain que possible dans ces moments de petitesse, de joie, d'incertitude et de souffrance. Quand Larys lui fait miroiter la série de surnoms qui pourraient être les siens lors d'un hypothétique retour triomphal, on a une référence à Bran le Bâtisseur quand il propose le rebâtisseur, mais surtout Aegon termine en proposant lui-même Aegon la joie du royaume, ce qui renvoie au surnom qui était celui de Rhaenyra dans sa jeunesse, du fait de sa beauté. Un improbable mais passionnant duo donc, sachant que la fin d'épisode nous révèle que Larys a mis son plan à pied d'œuvre alors que les deux quittent secrètement Port-Réal à bord d'un attelage transportant des corbeaux. Autre performance qui a su marquer la saison, pourtant dans un rôle de second plan, celle de Simon Russell Beale, qui a donné au gouverneur d'Harrenhal une saveur inattendue entre l'intelligence pétillante et discrète de son regard, son mélange de prudence et de courage, et la loyauté sans faille dont il témoigne à Rhaenyra. Il était en tout point parfait. J'ai particulièrement apprécié les monologues de Sir Criston Cole et Aline de Karen. On le sentait déjà depuis la bataille du repos des Freux, mais Criston Cole est déjà un mort qui marche, à peu de choses près. Le sens de sa vie, qu'il s'est taillé à la force du poignet et un peu de ses fessiers, s'est disloqué lorsqu'il a intégré son insignifiance face au dragon. La désillusion déborde sur toute sa vision du monde, l'honneur n'est qu'un mythe, et la mort a un sort enviable pour échapper à cette mort d'incertitude. Gwen Hightower ne peut que reconnaître qu'il serait grotesque d'aller plus loin dans son accusation et sa demande de réparation, étant donné leur situation actuelle. Sa façon de s'asseoir aux côtés de Criston Cole témoigne d'une sorte de communion dans cette résignation dépeinte avec une si cruelle honnêteté. Au final, cette dernière scène de Criston Cole ne fait que souligner le faible temps d'écran de certains personnages, ce qui peut générer un peu de frustration. Ceci étant, c'est une très jolie scène, quitte à ce que ce soit sa dernière de la saison, et faute de nouvelles batailles,
c'est pas si mal. Du côté d'Aline de Karen, sa façon de sortir de ses gonds et de parler à Corlys Velaryon comme personne d'autre n'ose le faire était non seulement portée de belle manière par l'acteur, mais aussi bien amenée par toutes les interactions précédentes dans lesquelles on sentait à chaque fois cette rigidité, cette réserve que s'imposait le fils illégitime. Cette capacité à tenir tête à Corlys devrait sans doute peser positivement dans le jugement que le seigneur de Marée Haute pourrait porter sur cet héritier potentiel. Si la façon dont ce final s'inscrit dans la structure de la série laisse fortement à désirer, en revanche, il serait injuste de ne pas lui reconnaître une belle maîtrise dans tous les départements de production, depuis la conception des plans par la réalisatrice jusqu'aux effets visuels, et en passant par la photographie et les prouesses, comme pour parvenir à créer cette séquence des troupes du Nord traversant le pont des Jumeaux. L'arrivée de Rhaenyra et de Adan de Karen à d'autres dragons bien sûr, et à la destination de Harrenhal en survolant le lac de l'Œil-Dieu avec sa fameuse île aux faces, voilà encore un joli tour de force dont l'ambiance était parachevée par l'excellent accompagnement musical de Ramin Djawadi, qui ne déçoit que très rarement. Puisque nous sommes arrivés à Harrenhal, autant y rester quelques instants pour évoquer Daemon. On pourrait caricaturer en disant que Daemon commence la saison en étant loyal à Rhaenyra et la termine exactement de la même manière, sans qu'aucun développement ne soit intervenu entre-temps. Même si je pense que le personnage a passé trop d'épisodes isolés à Harrenhal et dans ses visions, ce qui nous a empêché de profiter de l'alchimie entre Matt Smith et Emma Darcy, il faut néanmoins reconnaître que Daemon a vaincu ses démons et a troqué son instabilité revancharde contre une véritable résolution intime à combattre pour Rhaenyra et leur lignage. Je pense que la scène de reconnaissance de Rhaenyra face aux soldats était réussie et l'évolution du personnage nécessaire. Ceci étant, reste à s'interroger sur le rôle du surnaturel et la manière dont Daemon semble tout simplement accepter la notion de prédestination. En effet, si l'idée d'un Daemon plus décidé et loyal me convient, je trouve nettement plus dommage de lui faire admettre que son chemin est déjà tout tracé au travers d'une vision. Alice Rivers le dit très clairement, il a toujours été homme à vouloir tracer son propre destin. Une sorte d'expérience surnaturelle lui prouvant que tout est déjà écrit devrait être pour lui une révélation terrible, puisque cela semble le dépouiller de tout libre arbitre et pourrait sans doute le pousser à fuir ou à sombrer dans une léthargie résignée. Je ne vois pas en quoi il est logique que cette perspective le renforce dans sa résolution. Certes, j'ai bien compris qu'il aperçut distinctement la menace des marcheurs blancs, l'hécatombe de dragons à venir, les victimes par milliers, la comète rouge, l'avenir de Daenerys avec ses dragons, le tout pour finir face à Rhaenyra sur le trône de fer. Il ne semble pas s'étonner outre mesure de voir la reine Helaena lui dire qu'il connaît désormais son rôle. L'intention de la saison, c'est bien sûr de présenter sa succession de visions comme une sorte de préparation initiatique pour le rituel principal dont il fait l'expérience en touchant l'écorce sanglante du Baral, mais j'ai comme l'impression que ce faisant, on transforme radicalement un personnage qui a toujours exprimé une nature fondamentalement chaotique. Je vais revenir sur les visions bien sûr, mais avant un mot sur Alice Rivers elle-même. Le personnage me déçoit beaucoup dans cet épisode final car elle est littéralement réduite à l'état d'outils scénaristiques plutôt grossiers. Non seulement on n'a absolument aucune révélation ou explication quant à la nature réelle d'Alice ou de ses pouvoirs, ça je peux l'accepter même si ça manque de générosité, mais surtout elle semble littéralement dépourvue de toute forme de motivation personnelle. À quoi aspire-t-elle? Pourquoi veut-elle que Daemon évolue et voit son destin? Qu'est-ce qui la motive? Quelles sont ses failles ou ses incertitudes? Pour qui ou pourquoi fait-elle tout cela? Si le mystère initial autour d'elle était nécessaire et intriguant, le fait qu'on ne débouche sur aucun développement d'elle en tant que personnage à part entière me laisse absolument perplexe. Lorsque Daemon entre dans le bosquet sacré, il devine une forme cornue se cachant près du Baral. Cette forme cornue correspond sans doute à un verre-voyant du peuple des enfants de la forêt, sachant que certains vivent encore sur l'île aux faces du lac Œil-Dieu, jouxtant Harrenhal. La vision de Daemon commence avec le cœur du réseau mystique des verre-voyants et des Baral, à savoir cette caverne perdue du nord lointain dans laquelle on devine la présence de Bryndon Rivers sur ce funeste trône de racines. La tache de vin sur le visage de Bryndon est à l'origine du surnom Freux sanglant qui sera le sien puisque sa forme évoque vaguement celle d'un corbeau. Toutefois, on peut noter que dans les livres, la tache est de l'autre côté du visage. J'ai bien dit sera puisque ce personnage n'est pas encore né à l'époque de Daemon, mais peu importe puisque le pouvoir de la corneille aux trois yeux lui permet de voir le passé, le présent et le futur. On pourrait en dire davantage sur Bryndon Rivers, notamment qu'on pourrait le retrouver à son époque dans la série Un chevalier des 7 royaumes, le nouveau spin-off de l'univers Game of Thrones qui sortira en 2025. Il s'agit de l'adaptation des excellentes nouvelles Les aventures de Dunk et l'œuf, dont je vous recommande la lecture
au passage. Daemon semble assister à sa propre noyade, ce qui vient s'ajouter à la prédiction d'Alice Rivers, selon laquelle il mourrait ici dans un épisode précédent. Reste à voir cependant ce qui se passera vraiment. Je propose de continuer à se méfier des prédictions. Rien de spécial à ajouter sur les marcheurs blancs qui viennent rejoindre la prophétie de glace et de feu que le roi Viserys a déjà transmis à Rhaenyra. Concernant les dragons mourants sur le champ de bataille, je pense inutile de tenter de reconnaître tel ou tel individu, ou spécimen comme vous voulez, l'idée étant simplement celle du désastre de la danse des dragons pour aboutir à l'espoir dans l'éclosion des œufs de Daenerys. Quant à l'idée d'y inclure Helaena et de laisser supposer qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, alors qu'elle a passé ces 2 saisons à faire des prédictions vagues et difficilement compréhensibles, je ne sais que dire sinon que ce choix me laisse des plus perplexes à nouveau. La jeune reine était-elle pleinement elle-même? Servait-elle de conduit pour le pouvoir de la corneille aux 3 yeux? L'aplomb avec lequel elle explique ensuite à Aemond l'avoir vu brûler son frère laisse deviner qu'elle a nettement plus de maîtrise de ses pouvoirs de rêveuse qu'on aurait pu le penser, et surtout qu'elle ne craint rien ni personne, convaincue elle aussi que le destin est déjà écrit en annonçant le sien à Aemond au passage. Helaena annonce en toute détente qu'Aegon sera de nouveau roi et que Aemond sera englouti par le lac Œil-Dieu. Allez savoir si c'est vraiment ainsi que les événements se dérouleront dans la série. Ne venez plus jamais vous plaindre que je vous spoil en mettant un simple visage sur une miniature. La façon dont Helaena conjugue sa prédiction au passé pour Aemond témoigne de sa connexion à un pouvoir similaire à celui de la corneille aux 3 yeux dont la perception des événements s'affranchit du carcan temporel classique. Avant de quitter le bosquet sacré d'Harrenhal pour de bon, un mot sur Alfred Balley qui entend une voix tandis qu'il s'apprête à proposer à Daemon de réclamer la couronne pour lui seul. Quand on active les sous-titres, on découvre que l'accusation traître a été prononcée à l'encontre de ce chevalier qu'on devine prendre la tangente dans la foule lorsque Daemon renouvelle son allégeance à Rhaenyra. Le voyage diplomatique de Tywin Lannister pour gagner les faveurs de la triarchie n'est pas un moment désagréable en soi. Si on juge ce passage à l'aune de ce qu'on pourrait attendre d'un final de saison, c'est peut-être plus discutable, mais au moins on reste dans la thématique d'ensemble qui consiste à proposer un teasing de 69 minutes pour la saison 3. Les efforts pour mettre Tywin Lannister dans un environnement étranger n'échappent pas franchement à quelques clichés entre ambiance pseudo-exotique et exubérance de pirates. Disons que l'ensemble tend sans doute un peu trop à donner raison aux clichés qu'ont les gens de Westeros pour Essos. Heureusement, on retrouve un peu de finesse dans un combat de boue et les épouses de Sharaco Loar à saillir, parce que bon, quand même, on n'est pas là pour de la grosse blague qui tâche ou une diégèse de carton-pâte digne d'un parc à thème, à moins que si. Vous me direz, j'ai peut-être manqué un mémo. Poursuivons dans le ridicule le plus absolu avec Rhaena perdue dans les Landes qui pourchasse à pied un dragon ayant sans doute un champ d'action de 100 km au bas mot. Dommage, elle n'a pas pensé à prendre à boire, à manger, ni de couverture, et personne ne semble s'inquiéter outre mesure qu'elle ait disparu du convoi. Heureusement, la profonde irresponsabilité dont elle fait preuve ici, en abandonnant les enfants que Rhaenyra avait confiés à ses bons soins, va certainement déboucher sur une scène incroyable dans cet épisode final. Ah, non. Attendez... On me rappelle dans l'oreillette qu'on n'aura que des scènes d'elle qui zonent en puant des pieds et en trouvant le dragon en toute fin d'épisode. Oulala, on se demande si elle va se faire manger, hein, dites donc, quel suspense. Pour rester dans le thème des dragons et de leur nouveau dragonnier, on peut dire que le personnage d'Ulf est l'incarnation ambulante de toutes les craintes de Jack Harris. Le gars est tellement incapable de faire profil bas que ça en devient assez amusant de le détester, puis en plus il mange des petits oiseaux, c'est pas bien. En soi, la scène du banquet en l'honneur des nouveaux dragonniers n'est pas mauvaise, hein, c'est juste qu'on se demande pourquoi Rhaenyra est incapable de recadrer plus durement cette Ulf alors qu'elle giflait un conseiller il y a 2 épisodes. Et pourtant, en l'occurrence, le dragon de Ulf est complètement hors de portée, et s'il n'est pas canalisé tout de suite, il semble évident qu'il deviendra rapidement incontrôlable. L'idée d'aller déglinguer des milliers d'innocents pour asseoir la supériorité du camp noir me semble aussi venir de nulle part, hein. Attaquer Villevieille, Lannisport, voilà qui semble disproportionné, en plus d'être une erreur pure et simple. Il semblerait que la logique consiste à répondre à la destruction de points de vivre par Aemond, ce dont nous n'avons vu que le résultat final en début d'épisode, pour d'évidentes questions budgétaires. Étonnamment, cette escalade de violence est validée par Mysaria elle-même qui renforce l'idée que Rhaenyra a été choisie par les dieux et que la justice de sa cause justifierait de cramer une ribambelle de pauvres bougres. Là encore, j'ai du mal à suivre la logique du personnage, puisque c'est elle qui avait si adroitement retourné le petit peuple de Port-Réal en faveur de Rhaenyra. Elle devrait savoir que des villes détruites ne feront que retourner aussi vite cette population contre la reine du camp noir. Personne ne semble émettre l'idée évidente d'aller débusquer directement Vhagar à 5 ou 6 contre 1 pour totalement briser toute chance des Verts avant que les armées ne soient vraiment en place, et j'ai beau me creuser la tête, la façon de ne pas évoquer cette option
n'a tout simplement aucun sens. Briser la volonté de l'adversaire, voilà un objectif de guerre logique affiché par Rhaenyra, mais pour l'atteindre, il semble évident de viser son principal arsenal offensif et défensif, plutôt qu'une population civile qui ne pèse pour pas grand-chose dans les décisions. On n'est pas en démocratie. Pire encore, avec la confirmation du soutien de Daemon et donc l'ajout du terrible Caraxès à l'arsenal de Rhaenyra, l'avantage est tel que l'idée d'attaquer Port-Réal et surtout son grand dragon devrait s'imposer d'elle-même. Certes, Aemond tente de forcer sa sœur de sortir son dragon Dreamfire ou Songe-Feu en VF, mais son empressement à trouver une parade au nouveau rapport de force en dit long sur sa détestation d'un état d'infériorité qu'il n'avait pas ressenti depuis sa tendre jeunesse. Au passage, le rôle mineur de Baela consiste surtout à tenir des discours de motivation à Jaehaerys et à s'indigner à table qu'on envisage d'aller attaquer les innocents, la voie de la raison au final. La décision de Corlys de renommer son navire en reine qui ne le fut jamais vient faire écho à la prise de conscience du seigneur de marée haute quant à la façon dont il a toujours mis la priorité sur ses ambitions et joies personnelles plutôt que de se préoccuper suffisamment de Rhaenys ou de ses enfants, qu'ils soient officiels ou bâtards. Délicat sans doute de donner davantage d'impact à Corlys en termes d'orientation de la politique, tant Rhaenyra est déjà hésitante et manque d'initiative propre durant cette saison. On a le petit dialogue qui la pousse à agir rapidement, mais difficile d'en mettre plus sans reconnaître que la reine n'est pas capable de définir son propre cap. J'en viens enfin à cette arrivée d'Alicent alors même que le prince régent Aemond avait ordonné que tous les bateaux entrant et sortant soient inspectés. Outre cette étonnante facilité à atteindre Dragonstone, j'ai du mal à réconcilier cette Alicent avec celle qu'elle a été auparavant. Qu'elle recherche une solution de paix au prix de la défaite ne me choque pas plus que ça, puisque ça va dans la perspective travaillée pour elle par la saison. En revanche, accepter la mise à mort de son fils Aegon, voilà qui est une autre histoire. Évidemment, on pourra se raconter qu'elle y verra une forme de miséricorde étant donné son état, mais quand même, elle était prête à tout pour éviter qu'il se fasse tuer en première saison, et la voilà de l'autre côté de la rive. Sans parler de l'assassinat de Jaehaerys qui semble avoir été oublié, alors qu'il ne devrait plus permettre de jouer sur l'équivalence un fils pour un fils. Autant j'avais pu adhérer à l'extravagance de la première entrevue secrète à Port-Réal entre les deux femmes, mais cette fois je reste dubitatif quant à la longueur de la scène et à l'émotion qu'elle pourrait susciter. Je la trouve trop improbable et brutalement introduite. Peut-être que je serais capable de la revoir avec un peu plus de mansuétude plus tard, sans voir défiler les minutes d'un épisode qui manque cruellement d'un moment de progression fort de l'intrigue centrale. L'invitation d'Alicent à venir prendre la capitale, Rhaenyra, n'en avait pas du tout besoin. Le fait que cette option évidente ne soit envisagée que du fait de l'intervention d'Alicent rend la chose trop scénarisée pour être crédible, comme si l'imbécilité de l'idée d'aller cramer des innocents dans les villes d'à côté ne s'expliquait que par cette scène qu'on attendait entre Alicent et Rhaenyra. Quant au montage de fin, on remarque l'introduction rapide de Tessarion, la Reine Bleue, le dragon femelle de Daeron, ce dernier fils d'Alicent qu'on ne verra donc en personne qu'en saison 3. Outre les différentes armées en marche, on est surtout étonné de découvrir Otto Hightower, prisonnier. Impossible de savoir avec certitude qui le retient, peut-être la maison des Essaims qui s'est rangée du côté des Noirs, après l'assassinat de son seigneur par Sir Criston Cole alors qu'il siégeait au Conseil restreint en saison 1. Ceci dit, on pourrait aussi penser à une manœuvre de Larys Fort, ce qui serait déjà plus intéressant à voir. La symbolique des derniers plans sur Alicent et Rhaenyra est intéressante avec cette liberté évoquée pour Alicent qui contraste avec l'étouffement qu'elle ressentait entre les murs du Donjon Rouge et le poids de son erreur. Du côté de Rhaenyra, difficile de faire plus explicite en la plaçant dans une case des registres du passé pour souligner qu'elle est un maillon dans une chaîne d'histoire et de générations. Un destin très encadré par sa naissance, ce qui vient souligner l'ironie involontaire de la remarque d'Alicent quant à la liberté qu'elle jalousait chez Rhaenyra quand elles étaient plus jeunes. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même si je suis dubitatif quant à cet épisode 8, qui aurait été très bien en avant-dernier épisode de saison par exemple, je ne renie pas pour autant le bien que j'ai pensé de la plupart des épisodes précédents. Il est juste dommage de sentir à quel point le choix de réduire la saison de 2 épisodes par rapport à la première se révèle mauvais, et ce sans doute pour des contraintes budgétaires presque exclusivement. Avant d'en passer au spoiler livre, je vous rappelle que 10% de réduction vous attendent sur les magnifiques montres, bijoux ou encore sacs Holzkern grâce au code POPCORN, passez par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Du côté spoiler livre, on peut évoquer Brynden Rivers et rappeler qu'il est l'arrière-petit-fils de Rhaenyra et Daemon et aussi porteur de Noirceur, l'épée de Daemon. Comme on s'en doutait, on a la confirmation que les rôles de Rhaena et Horty ont été cumulés en un seul.
Je ne suis pas contre sur le principe, outre les réserves déjà formulées précédemment concernant le comportement de Rhaena par rapport aux enfants. Cet épisode continue de traiter Sunfire ou Feu du Soleil comme s'il était mort, mais je demande encore à le voir pour le croire. Je pense que le dragon d'Aegon a survécu et qu'on a joué sur l'idée de sa mort pour éviter les coûts nécessaires à le revoir à l'écran. À ce sujet, on se demande vraiment comment la saison 3 pourra tenir son budget avec le nombre de batailles qui sont censées se jouer, sur mer comme sur terre ou dans les airs. On sort de cette saison avec l'impression que ce problème a été massivement contourné, repoussé. Espérons que l'expérience de la bataille de Repos des Freux de son tournage puisse être mise à profit et ne pas au contraire décourager les équipes ou les financiers de pousser le curseur encore plus loin, ce qui serait pourtant indispensable pour rester fidèle à certains moments clés du récit que nous a concocté J.R.R. Martin. Si cette vidéo vous a plu ainsi que ma couverture de l'ensemble de cette saison 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnement, pouce en l'air ou encore commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce final, sachant que si vous ne faites rien de tout ça, eh bien je serai obligé de sévir et de repousser la saison 3 en 2028, comme ça, ça nous fera les pieds. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, avec sans doute une pause plus ou moins longue. Ceci dit, il y aura bientôt des films intéressants qui sortent, notamment le prochain Alien Romulus, que je couvrirai a priori sur la chaîne. Au plus tard, bien sûr, fin août, on a la reprise avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, que j'ai très hâte de disséquer avec vous et pour vous. Alors à très bientôt, et merci à toutes et à tous. Salut!